ce petit dessin qui en fait vous montre l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et en fait, vous voyez que là, l'orbite est vraiment quasiment circulaire. C'est très dur de voir la différence c'est très dur de voir la forme elliptique non circulaire. Vous voyez qu'il n'y a que 5 millions de kilomètres de différence entre l'aphélie et l'hélie. Et l'autre effet que vous pouvez voir, c'est l'effet de la loi des airs. Donc le Soleil, en fait, ça correspond à l'orbite de la Terre, ça correspond à un cercle dont le Soleil est un petit peu décalé par rapport au Sol. C'est vraiment un cercle. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'automne dure 90 jours, l'hiver 89, l'été 94 et le printemps 93. L'été dure plus longtemps. Pour nous, l'été, je parle de l'été boréal. L'été dure plus longtemps parce que la Terre est plus loin. D'accord. Par contre, l'été austral dure moins longtemps parce que la Terre est plus proche, donc elle va plus vite. C'est vraiment un effet de la loi des airs. De quelques jours près. Voilà, et si vous voulez voir la différence que ça fait sur le Soleil, entre le périhélie et l'aphélie, pardon, qu'est-ce que ça fait? C'est pas énorme. Entre janvier et juillet. Le périhélie est fin janvier, l'aphélie, vers l'aphélie, ça fait le 4 juillet. Donc l'écart, il est de 1,6%. Donc pas beaucoup. Voilà, donc je vais en finir là avec le système solaire. Le système solaire, on vous dit tout à l'heure, on peut aussi utiliser un radar, et comme ça on peut aller jusqu'à 1 heure-lumière, qui correspond typiquement à Saturne. Voilà. Donc, là, sans vous le dire précisément, en fait, là, ici, on a parlé que de calibrateurs primaires. Et cette méthode de parallaxe diurne ou annuel, c'est un calibrateur primaire, parce que c'est basé sur la trigonométrie, il n'y a aucun modèle derrière, à part la mesure trigonométrique. Donc, c'est complètement, c'est la méthode la plus précise, la plus fiable. Et on va mesurer donc la distance, on va le faire sur les étoiles, ça. Il y a la parallaxe annuelle ou n'importe quel mouvement, on peut mettre un satellite, on va voir la distance du satellite entre deux points de mesure. Ça nous donne la ligne de base, qui est donc le petit d là. Et donc la parallaxe, par exemple, du Soleil, c'est ligne de base sur distance au Soleil. Parallaxe de l'étoile, c'est la ligne de base sur distance à l'étoile. Donc la distance de l'étoile en distance par rapport au Soleil est égale à parallaxe solaire sur parallaxe étoile. Donc la distance de l'étoile en unité astronomique, nous on connaît la distance entre la Terre et le Soleil, ça va être la parallaxe du Soleil sur la parallaxe de l'étoile. Alors, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, il faut faire attention au mouvement propre des étoiles. Il faut aussi faire attention à un effet qui est plus important, qui est l'effet d'aberration stellaire. Je ne sais pas si vous connaissez. L'effet d'aberration stellaire, c'est une aberration, ça veut dire que vous voyez un effet qui est en fait une illusion, uniquement due au fait que la Terre se déplace autour du Soleil, et donc à une certaine vitesse. Et en fait, ça fait partie des découvertes fortuites, où quelqu'un qui cherchait à déterminer le parallaxe d'étoiles s'est rendu compte qu'il y avait un effet plus important, qui est cette aberration de la lumière. Et il a mesuré ça sur un objet, en 1725, qui dit au fait que en fait, l'étoile, elle est ici. Vous vous déplacez sur l'orbite autour du Soleil. Donc vous avez des photons qui se déplacent, mais vous vous déplacez aussi. Là, vous déplacez à 30 km par seconde. Là, c'est 300 000 km par seconde, donc ça va beaucoup plus vite ici, mais quand même une vitesse ici. Et le temps que les photons arrivent, vous êtes un peu déplacé, et donc vous allez voir l'étoile à un endroit différent de là où elle est vraiment. Et en fait, voilà, ça donne ça. Si vous regardez un objet qui est sur le plan de l'écliptique, sur le plan de l'orbite, sur la Terre autour du Soleil,
ben, vous avez cette variation-là, juste parce que vous voyez, là vous allez dans cette direction, et là vous allez dans la direction opposée. Si vous regardez un objet qui est à 45 degrés, vous voyez un petit ellipse comme ça. Si vous regardez l'objet à 90 degrés, vous voyez un cercle. Et vous voyez, la taille de cette variation est de l'ordre de 40 secondes d'arc. Si vous regardez sur 6 mois, ça vous fait une vingtaine de secondes. Une vingtaine de secondes, ça commence à être beaucoup, mais c'est plus important que les mesures de parallaxe qu'on va faire. Je vais vous donner des exemples de mesures de parallaxe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ça quand même. Et d'abord, je vais vous donner une unité de distance qui s'appelle le parsec. Le parsec, ça veut dire parallaxe seconde. C'est là que vient le parsec. Il correspond à 3,26 années-lumière. Vous allez me dire pourquoi choisir 3,26 années-lumière, c'est tordu. En fait, non, parce que c'est déterminé par le fait que c'est la distance à laquelle vous devez vous trouver pour voir le demi-grand axe de l'orbite terrestre sous une seconde d'arc. Donc il faut vous trouver à 3,26 années-lumière pour mesurer ici une seconde d'arc entre le Soleil et la Terre. Ça, c'est le parsec. Donc, c'est utile comme unité parce que si vous voyez une étoile, vous mesurez sa parallaxe, et si vous voyez que sa parallaxe c'est une arc seconde, une seconde d'arc, une arc seconde en anglais, elle est à quelle distance? Un parsec. Si vous voyez que sa parallaxe est de 1/10 de seconde d'arc, elle est à quelle distance? Parsecs. Si vous voyez que sa parallaxe est de 1 centième de seconde d'arc, son parsec. 1 millième de seconde d'arc, 1 parsec, 1 kiloparsec. 1 millionième de seconde d'arc, 1 mégaparsec. 10 secondes d'arc. Là, il faut voir le millième du parsec. Oui. 10 secondes d'arc. Voilà. Donc c'est une unité utile parce que dès que vous avez l'angle, vous avez la distance. Alors, est-ce que vous savez à quelle distance se trouve l'étoile la plus proche? Je parlais du Soleil, c'est ça? Oui, je parlais des étoiles les plus proches en dehors du Soleil. À quelle distance se trouve l'étoile la plus proche? L'étoile la plus proche. Hein? Ouais, Proxima du Centaure. Proxima, c'est la plus proche. Centaure, c'est le Centaure. Proxima du Centaure se trouve à 4,26 années-lumière. 4,22. 4,22. Donc combien de parsecs? Un et quelques. Donc combien d'angles de parallaxe? Un peu moins d'un? Ouais, 0,8 secondes d'arc. Alors la première mesure de parallaxe n'a pas été faite sur Proxima du Centaure, mais sur une étoile. Évidemment, il fallait trouver une étoile dans le ciel où on puisse mesurer la parallaxe. Donc ça a été fait sur plusieurs étoiles, et certaines ne montraient pas de parallaxe. Celle qui a montré pour la première, c'est 61 du Cygne, une petite étoile qui ne paye pas de lune dans le Cygne. Ça a été fait en 1838, donc vous voyez, un siècle après l'aberration stellaire. Et vous voyez le résultat, l'aberration stellaire, je vous ai dit, c'est de l'ordre de la vingtaine de secondes d'arc, et Bradley, c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait la parallaxe, mais la parallaxe, vous voyez, c'est 0,3 secondes d'arc. C'est beaucoup plus petit. C'est pour ça que je vous ai dit quelle est la parallaxe de l'étoile la plus proche, c'est 0,8 secondes d'arc. C'est moins d'une seconde d'arc. Donc vous n'aurez aucune étoile pour laquelle la parallaxe est supérieure à une seconde d'arc. Donc là, ça veut dire que c'est 3 parsecs. 0,3 secondes d'arc, 3 parsecs. Et oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est tout de suite très petit. En fait, cette histoire de parallaxe, c'était un argument qui date de longtemps pour savoir si même si par exemple, savoir si la Terre
tourner autour du Soleil ou pas. On disait que si elle tourne sur le Soleil, on devrait voir une parallaxe. Si elle ne tournait pas, on ne verrait pas. Le problème, c'est que c'est tellement petit comme effet que toutes les observations avaient l'air de dire qu'il n'y avait pas de parallaxe. Donc que la Terre ne tournait pas autour du Soleil. Donc c'était compliqué. Vous voyez, ça arrive en 1838. Voilà, alors après, il y a un satellite qui va révolutionner tout ça, qui est le satellite dont je parlerai plus tard, qui s'appelle Gaïa, qui est un satellite d'astrométrie. Alors, Proxima du Centaure, voilà, c'est ça. C'est un objet qui soit à 0,7 secondes d'arc et on a à peu près une dizaine d'étoiles qui sont à moins de 10 parsecs, donc avec un dixième de seconde d'arc à parallaxe. À peu près une étoile à moins de 100 parsecs, donc ça veut dire à peu près un centième de seconde d'arc. Et ça, c'est le calibrateur primaire parce qu'on peut déterminer la distance grâce à leur parallaxe. Et là, j'introduis aussi un terme que vous allez probablement voir dans les articles. Donc c'est pour ça que je vous le donne. Ça s'appelle la magnitude d'un objet, c'est la luminosité d'un objet, son flux. Enfin, c'est lié à son flux. La magnitude absolue, c'est la magnitude apparente d'un objet qu'on va placer virtuellement à 10 parsecs. C'est-à-dire qu'on place tous les objets à la même distance, ce qui permet d'avoir une luminosité uniforme. Donc voilà, il faut juste savoir ça. Quand on parle dans les articles de absolute magnitude, on parle de la magnitude pour un objet quand il est à 10 parsecs. La différence, c'est la apparent magnitude qui, elle, est la magnitude qu'on voit. Hein, et je vais vous montrer la parallaxe de deux objets. Même si j'y arrive. Je vais vous donner. J'y arrive. Moi, je ne vois pas bouger. Voilà, ça c'est. Vous vous souvenez, je vous ai parlé tout à l'heure de New Horizons, qui est la sonde qui passe à côté de Pluton là, très vite. Eh bien, elle a pris des mesures de parallaxe d'une étoile qui s'appelle le Wolf 359, que je ne connais pas. Vous voyez, qui bouge un petit peu. Et de Proxima du Centaure, qui bouge un peu plus, celle-là. La ligne de base, c'était la Terre. Donc, elle a pris des images provenant de la Terre. Donc, si je les ai fait, Terre, c'est celle-là. Bon, ça, c'est la Terre. Et ensuite, pris quand elle était à 46 unités astronomiques de la Terre. Donc, 46 fois la distance Terre-Soleil. Donc là, vous voyez les faits. Donc, évidemment, Wolf et 359. Wolf 359 était le plus loin ou plus près que Proxima? Le plus loin. On voit bien la parallaxe est plus petite. Et puis, de toute façon, elle s'appelle Wolf et pas Proxima. Bon, voilà, alors après, il y a eu plein de déterminations de parallaxe. Je ne vais pas tout vous les faire parce que l'un des premiers, c'est Hipparque, dont j'ai déjà parlé par la mesure de la distance Terre-Lune. Tycho Brahe, dont on a parlé. Après, il y en a plusieurs. On va reparler du satellite Hipparque, un hommage à Hipparque, et du satellite Gaïa, dont je vais beaucoup parler. Voilà. Qu'est-ce que je peux. Je vais vous montrer quoi? Je pense que je vais laisser tomber ça. Et je vais tout de suite vous montrer Hipparque. Satellite Hipparcos. Hipparcos, donc, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a observé pendant 4 ans, un hommage donc à Hipparque, et qui a fait des mesures de parallaxe et de mouvement propre de 2,5 millions d'étoiles, qui se trouvaient à une distance de moins de 150 parsecs, avec une précision de 3 centièmes de seconde d'arc, plus l'ordre de la centaine de milliers d'étoiles avec une précision de 1 millième de seconde d'arc. Donc là, c'est-à-dire qu'on mesurait une distance jusqu'à même plus, voilà, de l'ordre de 1000 parsecs. Donc 1000 parsecs, ça correspond à 3000.
3,26 nm. Donc ça, c'est ePark, donc on pourrait dire, qui a révolutionné hein, la prise de données astrométriques et qui du coup a permis d'avoir des données de distance assez précises sur plein d'objets autour de nous. Vous voyez que ça reste assez local quand même. Hein. Vous connaissez la taille de la galaxie? Oui, c'est ça. C'est à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. La distance au centre est de l'ordre de 30 000 années-lumière, 8,5 kg par parsec. Donc là, ça reste assez local. C'est vraiment dans un petit environnement proche de nous par rapport à la taille de la galaxie. Ensuite, le satellite qui a révolutionné l'astrométrie, qui le révolutionne encore, puisqu'il est encore en orbite, c'est Gaia. C'est encore un satellite européen lancé en 2013. Donc, Gaia est un acronyme pour Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. Et donc, qui a mesuré la position 3D de 1 milliard d'étoiles, donc une magnitude inférieure à 20, et qui a mesuré la parallaxe avec leur mouvement propre de 2 millions d'étoiles. Là, la précision, vous vous souvenez tout à l'heure, c'était de l'ordre du millième de seconde d'arc. Là, la précision, c'est de l'ordre du millionième de seconde d'arc. Donc, ça veut dire qu'on va sur les distances du million de techniquement, on pourrait aller jusqu'à des distances de de l'ordre de la, on va dire, c'est pas le million, mais un dixième de million de parsecs. En fait, on fait moins, c'est moins que ça. Mais ça correspond quand même, c'est une précision qui correspond à mesurer l'épaisseur d'un cheveu à 10 km. Ça se pour donner une idée. Et donc voilà la carte du satellite Gaia, qui est intéressante parce que donc là vous voyez toutes les étoiles observées par Gaia, ce qui fait qu'en fait vous voyez la galaxie. Donc là, vous voyez ici la bande de la galaxie avec les bandes d'absorption. Vous voyez aussi, vous savez ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une petite nuage de Magellan. Vous voyez des étoiles, ça. Et surtout, vous voyez un petit peu les stries là. Vous voyez les stries ou pas? C'est quoi ces stries? C'est réel, hein, c'est pas des défauts dans l'image. C'est bien les interférences. Non. Non, en fait, c'est tout bête, c'est que le satellite Gaia, il observe en permanence, mais sans s'arrêter. Donc, en fait, il tourne tout le temps. Et ce que vous voyez là, c'est le ciel qui défile. Donc, en fait, il fait des opérations comme ça. Toutes les stries, là, c'est les observations qu'il est en train de faire. Donc, il y a des endroits, vous voyez, qui sont plus observés que d'autres, parce qu'il y a des endroits qui sont plus sombres que d'autres. Là, par exemple, il n'a pas beaucoup observé. Mais il n'a pas fini, il continue à observer. Donc, à un moment donné, il a observé tout le ciel, et même en passant plusieurs fois sur ces objets-là. Là, on en est déjà au troisième jeu de données de Gaia, puis ça continue. Il observe beaucoup d'objets. Donc ça, c'est voilà, ça c'est les précisions qu'on a sur le Soleil. Là, vous voyez, le Soleil qui est là, c'est la Voie lactée. Ça, c'est la zone de mesure d'Hipparcos, le satellite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le centre galactique. Ça, c'est la zone de mesure de Gaia pour des distances qui vont jusqu'au centre galactique avec une précision de 10%. Et après, ça, c'est des précisions de mouvement propre, jusqu'à 1 km par seconde pour des étoiles qui sont donc plus lointaines, qui sont aux confins de la galaxie. Et ça, c'est la détermination du flux d'étoiles faite par Gaia. C'est ce qu'on appelle un diagramme astro-boussole, dont je vais reparler tout à l'heure, dont on parlera aussi quand on parlera des étoiles. Là, donc, vous avez la luminosité des étoiles. Là, vous avez le flux vu par Gaia. Là, vous avez la température, vous avez la couleur,
Là, vous avez la séquence principale, là c'est les géantes rouges, là c'est les blancs. Tout ça, on va en reparler. Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est sur ça que je vais insister maintenant, c'est pas trop de comprendre ce que c'est que ce diagramme, je vais insister sur le fait que pour faire ce type de diagramme-là, il faut les distances de tous ces objets. Sans les distances, on ne peut pas faire ça puisqu'on n'a pas la luminosité intrinsèque. Donc Gaïa a mesuré la distance de tous ces objets, tous ces petits points noirs que vous voyez là, c'est les étoiles mesurées par Gaïa, ce qui a permis d'avoir leur distance et donc leur luminosité intrinsèque, leur énergie intrinsèque. Et c'est comme ça qu'on peut les placer à ces différents endroits. En particulier, ça permet d'avoir la luminosité solaire. Vous voyez, le soleil, il est là. D'accord. Et sur la séquence principale, avec une luminosité de 1, puis vous avez des étoiles qui font 10 000 fois le du soleil, des étoiles qui font 1 millième. Un autre résultat de Gaïa, c'est ça. Ça, c'est l'image de notre galaxie reconstituée, comme si on pouvait en sortir de la galaxie. Et vous voyez qu'on a un disque qui est gauchy, warp disk en anglais. Le disque, il n'est pas plat. Le disque, en fait, au fur et à mesure qu'il tourne, il se met à se tordre. Un peu comme ça, si vous mettez les disques vinyles, vous mettez au soleil, il va se tordre, il ne vous reste plus plat. Là, c'est pareil. Il va se retrouver comme ça, gauchy. Voilà, et donc ça, c'est la taille de 100 000 années-lumière. Vous voyez, le gauchissement est de l'ordre de dizaines de milliers d'années-lumière. Voilà. Et alors ça, c'est rigolo parce que c'était une présentation par quelqu'un qui travaille sur Gaïa et qui disait que pendant les 20 minutes qui avait duré sa présentation, Gaïa avait observé 200 000 sources et avait acquis 1 800 000 mesures astronomiques. Et c'est le cas actuellement, puisqu'il continue à observer tout le temps, depuis son lancement, il date de 2013. Donc Gaïa fait de la parallaxe, il fait de la parallaxe trigonométrique, tout simplement, il fait la même chose que Thalès. C'est tout simple. Alors on pourrait se dire, pour l'instant on est limité, Gaïa il est en orbite autour de la Terre. Donc on est limité par la ligne de base qui correspond en gros à la taille de la Terre. Alors, comme il fait des mesures sur toute l'année, sa ligne de base en fait s'étend sur 300 millions de kilomètres. Parce qu'il tourne avec la Terre autour du Soleil. Donc il est limité à 300 millions de kilomètres. On a envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui nous permettrait d'aller plus loin sans se déplacer? Pensez en termes de ligne de base. Qu'est-ce qu'on a comme mouvement? On tourne sur le mouvement du soleil par rapport au centre de la galaxie. Exactement. Et alors là, pour faire des mesures sur le soleil qui tend beaucoup plus long. Tout à fait. On pourrait imaginer en effet, comme le soleil tourne autour du centre de la galaxie, on prend des mesures maintenant, puis on peut attendre, je ne sais pas, quelques temps. Mais alors il tourne en combien de temps? C'est ça la question. C'est tellement Ben, en gros, pour faire un tour entier, c'est de l'ordre de 250 millions d'années. Donc en gros, il faut attendre 125 millions d'années pour faire un demi-tour. Donc c'est un programme de recherche à long terme. Voilà, 124 millions d'années, 6 mois galactiques, un demi-tour de Voie lactée. Vous êtes là, vous attendez d'être là. Donc là, vous ne publiez rien pendant 125 millions d'années, et là, par contre, vous publiez plein d'articles. Voilà, donc en effet, c'est voilà, c'est un peu compliqué. En plus, il y a un autre problème, c'est que il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir quand on est loin parce qu'il y a plein de poussière. Ça nous bloque la lumière. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire en radio. Et ça a été fait. En fait, en radio, on n'est pas bloqué par la poussière. La poussière est transparente, la zone radio. Donc, on a mesuré comme ça des arcs de bras spiraux de notre galaxie. On a même fait des mesures de l'autre côté de la galaxie. On ne peut pas le faire partout, on peut le faire un petit peu. Et ça permet quand même de faire des mesures comme ça qui sont quasiment de l'autre côté, au profond de notre galaxie. Enfin voilà, a priori quand même, la parallaxe comme calibrateur primaire s'arrête avec une ligne de base qui correspond à 300 millions de kilomètres, deux fois le rayon, deux fois la distance maximum.
Alors après, vous passez à autre chose. Soit c'est autre chose, les céphides en sont un, il y en a d'autres, c'est ça qu'on va voir maintenant. On passe donc on va quitter le domaine calculateur primaire, c'est-à-dire ceux qui sont précis et ne dépendent pas des modèles, et on va arriver au calculateur secondaire. Merci. On va arriver au calculateur secondaire. Il y a des questions? Non, ça va là? Calculateur secondaire. Alors ça, c'est en fait, on est un peu tordu dans l'astronomie. On utilise des termes qui sont faux. Et souvent, on appelle cette méthode dont je parlais, on l'appelle la méthode de la parallaxe spectroscopique. En fait, elle n'a rien à voir avec la parallaxe, puisque là, il n'y a aucune mesure d'angle. C'est juste pour vous induire en erreur. Et ça correspond à utiliser le diagramme couleur-luminosité dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai dit, on en parlera plus tard quand on fera les étoiles en détail. Là, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, là-dedans, je vous ai dit, il y a la température, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais la température qui correspond en fait à la couleur. La couleur, c'est la différence entre deux bandes de détection. Ça, c'est la température. Et là, on a le flux, qui correspond à la luminosité. Donc, voilà, il y a la luminosité et la température. Vous voyez, la luminosité, je vous dis, ça va de 1 millième à 10 000 ou plus, luminosité solaire. La température, on va de 3 000 à 30 000. Le Soleil donc, se trouve ici, à peu près à 5 700 degrés. Bon, très bien. Donc ça, c'est déterminé par Gaïa. Ça veut dire que Gaïa a déterminé la distance précisément. Ça lui a permis d'avoir le flux intrinsèque et donc de construire ce petit diagramme. Donc là, vous avez la température qui va de 2005 à 40 000 Kelvin. La luminosité va de 10-4 à 10 puissance 6. Le Soleil, il est à 5007 qui est ici. D'accord, avec l'unité solaire, il est là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la séquence principale. La séquence principale, on verra plus tard en détail, mais c'est le moment où, au cœur de l'étoile, elle transforme l'hydrogène en hélium. Donc, à partir de là, donc tout ça, on peut imaginer, sont des étoiles qui ont été calibrées parce que vous avez déterminé leur distance de manière, trigonométrique, avec la parallaxe. Vous avez la ligne de base, vous avez mesuré l'angle, vous avez, ça vous donne la unité intrinsèque, vous la placez ici, vous avez sa température, pof, vous avez un point. Vous faites ça pour tous les points. Imaginez qu'après vous avez une étoile. Vous la voyez l'étoile, mais vous n'avez pas sa distance. Vous ne pouvez pas mesurer son angle pour différentes raisons. Vous n'avez pas envie. Et vous dites, ben, je vais utiliser ça. Mais je joue sa luminosité, alors je ne connais pas sa distance. Vous prenez un spectre, vous supposez qu'elle est dans la séquence principale, c'est-à-dire que vous brûle de l'hydrogène et de l'hélium, ce qui est quand même la majeure partie de la vie des étoiles. Vous prenez un spectre qui vous donne sa température, on verra ça aussi plus tard, et vous obtenez qu'elle a une température de 9000 degrés. L'étoile. Et bien 9000 degrés, ça correspond à 50 luminosités solaires. Voilà. Donc vous savez que sa luminosité intrinsèque, c'est 50. Vous comparez au flux d'étoiles que vous voyez vous dans le ciel, sachant que intrinsèquement elle fait 50 luminosités solaires, ça vous donne sa distance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la parallaxe spectroscopique. Température déterminée par le spectre, qui vous donne un résultat intrinsèque, comparé à une résultat apparente, ça vous donne la distance. Si vous avez des étoiles qui sont à la même distance, par exemple, vous voyez un amas d'étoiles, on fait un amas ouvert, ou même un amas globulaire, il y a plein d'étoiles qui sont au même endroit, eh bien, elles sont toutes évidemment à la même distance. Et ça, on peut le faire pour des milliers d'étoiles, et on va jusqu'à, comme ça, 10 000 parsecs, donc c'est-à-dire 30 000 millimètres.
donc typiquement jusqu'au centre de la galaxie. Après, la limite de cette méthode, c'est la résolution individuelle de chaque étoile. C'est-à-dire qu'il faut prendre les spectres de chaque étoile. Donc à un moment donné, c'est compliqué de prendre les spectres des étoiles parce qu'elles sont trop loin et qu'on n'arrive pas à résoudre. Résoudre, ça veut dire que vous distinguez une étoile par rapport à une autre qui est à côté. Évidemment, plus elles sont loin, plus les étoiles côte à côte, plus c'est difficile de la résoudre. Alors ça, c'est le premier calculateur secondaire, le plus simple, qui utilise le fait que les étoiles sur la séquence principale suivent une loi où la température correspond à la luminosité. La température de surface correspond à la luminosité intrinsèque. Plus c'est chaud, plus c'est lumineux. Vous voyez, 40 000 degrés, vous êtes à 1 million de luminosité solaire. 1500 degrés, vous êtes à 1 millième de luminosité solaire. Ça va, ça? Donc ça, c'est la parallaxe spectroscopique. On passe ensuite à l'autre calibrateur secondaire, qui est celui que vous avez mentionné, qui est la méthode des céphéides. Les céphéides, c'est des étoiles supergéantes qui sont jaunes, qui sont assez massives, hein, entre 4 et 15 de masse solaire, avec une luminosité qui va entre 10 puissance 3 et puissance 5 luminosité solaire, et qui sont des étoiles variables. Vous voyez, ces étoiles, elles ont une luminosité qui baisse, qui augmente, qui baisse, qui augmente, en fonction du temps. Et vous voyez même la température. Là, la température, elle est rouge, c'est-à-dire qu'elle est plus froide, 3000 degrés. Et là, elle est bleue, elle est plus chaude, 10 000 degrés. Elle passe de 3000 à 10 000, 3000 à 10 000, et c'est pour ça qu'elle est baisse. La température étant liée à la luminosité est basse, elle augmente, elle baisse. Eh bien, pour certaines céphéides, on va essayer de déterminer la parallaxe trigonométrique. Parfois, les céphéides seront trop loin, on n'y arrivera pas. Donc, on va utiliser la parallaxe spectroscopique, celle de on parler. Et donc, on va calibrer, on va voir leur distance, on va voir leur luminosité intrinsèque en fonction de cette période de variation. Et on va faire un petit plot comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de période de luminosité pour ces objets. Là, vous avez la période de variation de ces céphéides en jours. Et là, vous avez leur luminosité. Vous voyez que si ça varie en une journée, ben, la luminosité, c'est de l'ordre de 1/10 de la luminosité solaire. Et si ça varie en 5 jours, c'est de l'ordre de 100 luminosités solaires. Donc si maintenant, moi, je découvre une céphéide que je ne connaissais pas, qui est trop loin pour la parallaxe trigonométrique, que je n'ai pas de spectre de cette étoile, donc je ne peux pas faire de la parallaxe spectroscopique, je regarde en combien de temps elle varie. Je vois qu'elle varie en 3,5 jours. 3,5 jours. Ouais, sa luminosité, c'est 10 fois la luminosité du Soleil. Je compare à sa luminosité apparente, ça donne sa distance. Je suis content. Donc ça, les premières observations qui étaient faites dans le nuage de Magellan, justement, par Henrietta Leavitt en 1912. Et donc ça a permis comme ça de calibrer beaucoup d'étoiles. Alors il y a d'autres types d'étoiles un peu du même genre, il y a les Algirae aussi. Et là, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de résoudre une étoile par rapport à une autre. Si vous voyez une variation, même si l'étoile elle est collée à une autre, que du coup vous ne pouvez pas prendre de spectre, vous voyez une variation, vous utilisez ça, vous obtenez sa luminosité, et donc vous en divisez la distance. Et là on peut aller jusqu'au superma de la Vierge, c'est-à-dire 15 mégaparsecs, 15 millions de parsecs. Et à vrai dire, les céphéides, c'est dans l'histoire de l'astronomie, là je parle de l'histoire plus récente, hein, 27e siècle, c'est quelque chose qui a été super important. Puisque c'est ça qui a permis de montrer que, en fait, au début du XXe siècle, on ne savait pas si l'univers, c'était uniquement notre galaxie qui s'étendait jusqu'au confins de l'univers, ou s'il y avait plein de galaxies dans l'univers. Aujourd'hui, ça nous semble évident qu'il y a plein de galaxies, et que nous, on est dans une galaxie. En fait, à l'époque, dans les années, jusqu'aux années 20, il y avait ce qui a été appelé le grand débat. Est-ce que l'univers contient juste une galaxie, la nôtre, qui s'étend jusqu'au confin, ou est-ce qu'il y en avait plein différents? En gros, est-ce qu'il y a une galaxie ou est-ce qu'il y a des univers îles? C'est comme ça qu'on les appelle.
Et bien justement, quelqu'un dont on va reparler, Edwin Hubble, il découvre une céphéide, dans ce qu'on appelait à l'époque la nébuleuse d'Andromède. C'est un petit tache-tout dans le ciel, avec ce télescope-là. Alors, je vais vous montrer l'observation qu'il fait. Ça, c'est la nébuleuse d'Andromède. C'est une petite tache-tout, vous voyez, réunie, qui se trouve à peu près à... En fait, on ne savait pas à quelle distance elle se trouvait. Donc, on ne savait pas si elle était dans notre galaxie ou à l'extérieur. Et Hubble, il prend cette photo. Et voilà, donc, ça c'est une image prise en 1923. Il voit là une nova, une autre nova. C'est quoi les novas? C'est les étoiles qui apparaissent. Donc, il compare des clichés, en fait, de différentes dates. Il voit que celle-là, cette étoile-là n'existait pas. Il les compare comme ça. Et là, il en voit une autre, une nova. Sauf qu'il s'aperçoit après que ce n'est pas une nova, mais c'est une étoile variable, c'est-à-dire qu'elle augmente et diminue, augmente et diminue, augmente et diminue. Puis comment il connaissait les céphéides? Ça faisait 10 ans qu'on les connaissait, les céphéides. Il dit ah ben génial, j'ai une céphéide. Je regarde sa période de variation. Je regarde sa période de variation, donc je prends le petit dessin, le petit plot qui a été calibré de manière Leavitt. J'ai sa période de variation. Ça me donne sa luminosité intrinsèque. Je compare avec sa luminosité apparente. Je trouve la distance. Et je montre que cette galaxie-là se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière, sachant que la taille de notre galaxie, c'est à peu près 100 000. C'est impossible que ce soit dans notre galaxie. Donc, l'univers est composé d'une multitude de galaxies. Donc, du coup, cette nébuleuse d'Andromède, on l'appelle plus nébuleuse, on l'appelle galaxie, et il y en a plein dans l'univers. Vous voyez que ça a été une observation fondamentale, mais qui a été faite grâce aux calibrations précédentes qui avaient calibré la périoluminosité des céphéides. Sans cette loi avant, sans les observations avant, il n'aurait pas pu en déduire ça. Comment ils avaient calculé la dimension de la galaxie dans ce cas-là? Ah ben après, une fois qu'ils savent que la distance est 2,5 millions d'années-lumière, on peut en déduire la distance, la taille de la galaxie, qui est en fait assez similaire à d'autres galaxies. Mais s'ils supposaient que tout était dans une seule galaxie, ouais. Ils s'en fichaient que ce soit même si c'était une galaxie, ça pouvait très bien s'étendre à 4 millions d'années par siècle. Oui, je comprends votre question. Mais c'est pas ça. En fait, la question, c'est jusqu'où s'étend l'univers? Oui. Est-ce que l'univers s'arrête au confins de notre galaxie ou est-ce qu'il y a d'autres choses plus loin? Mais s'il supposait que justement la nébuleuse d'Andromède était dans la galaxie, ça n'aurait pas été incohérent avec le fait que la galaxie s'étend jusqu'au confins de l'univers. Non, vous avez raison. Sauf que, je voulais juste terminer justement là-dessus. Notre galaxie, enfin notre ensemble d'étoiles et de ça, on avait déjà mesuré les distances. Donc on savait à peu près, quelle était la taille de notre galaxie. Donc on avait déjà des distances dans la galaxie. Donc on savait que c'était, on ne savait pas précisément, mais on savait que c'était de l'ordre de la centaine de milliers d'années-lumière. Et vous voyez des nébuleuses, vous ne connaissez pas la distance, parce que ces nébuleuses-là, vous n'avez pas d'étoiles dedans, vous ne savez pas trop. Jusqu'à ce que vous détectiez une étoile qui appartient à cette nébuleuse, et là vous mesurez la distance de la nébuleuse. Ça va être la première, mais après, toutes les autres galaxies qu'on va voir, elles vont être à des distances bien supérieures à celle-là. Si vous voulez, au départ, les distances plus lointaines, c'était dans les nuages de Magellan. Il n'y avait pas plus loin. Les nuages de Magellan, ils ne sont pas très loin par rapport à nos galaxies. Ça correspond à peu près à la distance de cette galaxie par rapport à Andromède. D'ailleurs, l'ironie du sort, c'est qu'Andromède est en train de se rapprocher et un jour, on va se retrouver dedans. C'est vraiment un objet qui est proche. Voilà, donc ça, c'est une observation vraiment fondamentale qui a montré qu'il y avait plein de galaxies dans notre univers. Donc, parallaxe spectroscopique, céphéides sont des calibrateurs secondaires parce qu'ils s'appuient directement sur les primaires. Maintenant, on va passer aux calibrateurs tertiaires, qui du coup sont moins précis. Calibrateurs tertiaires, je vous en montrer deux exemples, mais après, quand vous ferez les galaxies avec Alexis, vous allez
voir plus et plus en détail. L'équateur tertiaire, là, vous avez l'exemple d'une galaxie spirale qui a été déterminée par Philip Fisher dans les années 70. Et l'idée, c'est de dire que si une galaxie est très massive, eh bien, il faut qu'elle tourne vite pour ne pas s'effondrer. Et si elle est très massive, eh bien, elle a plus d'étoiles, et donc elle est plus lumineuse. Donc là, vous avez la courbe de luminosité en fonction du taux de rotation. Si elle est très massive, elle est très lumineuse, elle va tourner très vite. Vous voyez, là, c'est 1000 milliards de soleils. Elle tourne à 1000 km par seconde. Sinon, elle s'effondre. Si elle est moins massive, 1 million de soleils, eh bien, c'est 30 km par seconde. Ça, c'est ça correspond à la vitesse de la Terre, la vitesse du Soleil autour du Centre. Donc, si vous voyez une galaxie, vous mesurez sa vitesse de rotation. Et ça, vous pouvez le faire facilement parce que vous regardez l'arrêt d'hydrogène, sa largeur vous donne la vitesse de rotation. Vous mesurez la largeur de l'arrêt d'hydrogène, vous obtenez, je ne sais pas moi, 100, et bien ça veut dire que la luminosité, c'est 10 puissance 8 soleil. Vous comparez à sa luminosité apparente, ça vous donne la distance de la galaxie. Donc, la vitesse de rotation vous donne la masse, vous donne la luminosité, et donc, au final, la distance. On peut faire pareil avec les galaxies elliptiques. Ça, c'est une autre loi, qui est Alexander Jackson. Et les galaxies elliptiques, elles n'ont pas une rotation très claire comme ça, selon un. Les galaxies spirales, c'est un disque. Ça tourne dans le disque. Les galaxies elliptiques, il n'y a pas de disque. Ça tourne un peu n'importe comment. Mais on regarde la vitesse des étoiles. Les étoiles, elles bougent. Donc on regarde la vitesse de dispersion, comme on appelle. La vitesse de dispersion des étoiles. Et on va utiliser en fait le même type de loi, un peu plus compliqué que ça, mais ça devrait pas. Vous voyez que ça veut dire que pour déterminer ça, il faut qu'il y ait des étoiles dans certaines galaxies qui aient permis de déterminer précisément leur distance. Donc par exemple les céphéides d'Andromède. Andromède, on a pu déterminer où elle était grâce à la céphéide. Il faut d'autres galaxies avec des céphéides pour déterminer cette loi. Et après, on le fait sur d'autres galaxies. Ensuite, si vous voyez une galaxie et vous ne voyez rien d'autre que l'arrêt d'hydrogène, vous ne voyez pas de céphéide, vous déterminez sa distance grâce à ça. Ah oui, maintenant on a plus de données. Au début, on n'en a pas beaucoup. Au début, vous savez, là je vous montre des plots qui sont juste des dessins comme ça. Vous en verrez on verra des vraies observations. Au départ, vous avez des fois 3 points. Les 3 points, avec des barres d'erreur, peut-être passer à des trucs un peu importants, mais après, plus ça va, plus on a de points, donc après, ça devient de plus en plus précis. Ouais, mais en fait, on se trompe forcément au début, mais après, ça s'ajuste, forcément, avec le temps. Je vous en montrerai, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai des barres d'erreur, des plots, et tout. Alors, voilà, ça fait partie calibrateur tertiaire, c'est dépendant d'un modèle. Ça dépend de ce modèle-là, vitesse d'expansion et vitesse de dispersion des étoiles. L'avantage de mesurer le taux de rotation, c'est que vous mesurez la vraie masse, et pas la masse totale. Donc ça tient même compte de la masse sombre, pas la dark matter. Évidemment, elle est là, c'est un effet gravitationnel. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous avez compté toutes les étoiles ou pas. Vous mesurez le taux de rotation qui tient compte de la matière sombre. Un autre calibrateur tertiaire, m'arrêter s'il y a besoin de m'arrêter, c'est celle-là, c'est sur la type 1A. Bon, ça j'aime bien parce que c'est une partie de couple d'étoiles. Moi j'aime bien quand les choses sont en couple, c'est plus drôle. Là vous avez deux étoiles qui sont ensemble, il y en a une qui évolue, qui devient géante rouge, ça on verra l'évolution des étoiles, on en parlera. Sa matière est attirée par celle-là, ça fait une enveloppe commune. L'enveloppe commune est éjectée, il reste un couple d'étoiles dont la géante a perdu son enveloppe et va s'effondrer en naine blanche. Vous avez la naine blanche là qui attire la matière de cette étoile-là, sauf que la naine blanche, elle a une masse maximale, et au-delà de cette masse, elle ne supporte plus la gravité. Et en fait, elle s'effondre complètement, avec une détonation qui fait exploser l'étoile.
Et cette masse maximale, c'est la masse qu'on appelle de Chandrasekhar, qui est de 1,4 masse solaire. Au-dessus de 1,4 masse solaire, la structure de la naine blanche, qui est une structure en fait quasiment un cristal d'électrons, cette structure-là ne supporte plus la gravité supplémentaire. Donc là, elle explose. Il ne reste plus rien. Donc ça fait une explosion qu'on voit, dont on peut mesurer l'énergie. Et l'énergie de cette explosion correspond évidemment toujours à la masse qui est disponible. Et la masse disponible, c'est 1,4 masse solaire. C'est toujours à 1,4 masse solaire que cette explosion se produit. Donc la luminosité de cet objet correspond à la détonation d'un objet de 1,4 masse solaire. Et donc c'est toujours la même luminosité. Donc si vous voyez ça dans le ciel, évidemment vous ne voyez pas ça comme ça, avec cette résolution, vous voyez juste un point qui devient plus brillant dans le ciel. C'est tout. Vous mesurez sa luminosité, vous voyez qu'il y a une courbe de lumière, c'est-à-dire qu'elle va augmenter, qu'elle va diminuer. Ça, c'est typique d'une supernova type 1A, comme ça. Mais vous savez que sa luminosité correspond à 1,4 masse solaire, qui est en détonation. Donc vous avez sa luminosité intrinsèque, vous comparez sa luminosité apparente, vous avez sa distance. Ça, c'est l'un des calibrateurs tertiaires les plus précis. Et là, on peut mesurer les distances jusqu'aux confins de l'univers. C'est d'ailleurs grâce à ces objets qu'on a déterminé l'expansion de l'univers qui s'accélérait avec l'énergie solaire. Alors, il y a plusieurs observations. Vous savez, on ne va pas trop parler de cosmologie, mais en fait, il y a des observables qui viennent, par exemple, des observations du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le fond submillimétrique où on mesure les inhomogénéités dans l'espace. Et ça permet d'avoir des idées de la température, de l'inhomogénéité de l'univers et de l'âge de l'univers, et en particulier du contenu énergétique, c'est-à-dire quelle est la proportion de matière classique, matière sombre, énergie lumière, choses comme ça. Donc en effet, on se place en modèle lambda CDM actuellement, qui est celui qui marche le mieux. Voilà, donc ça c'est des luminosités qui sont constantes. Alors après, on peut imaginer qu'il y ait d'autres supernovas, mais alors le problème des supernovas, c'est-à-dire des effondrements d'étoiles massives, c'est que comme elles n'ont pas toujours la même masse, on n'a pas toujours la même luminosité. Et ça, du coup, ce ne sont pas des calibrateurs très très fiables. Ça va? Pas de questions là-dessus? C'est pour ça que j'ai mis 3 points d'interrogation, parce que ce sont des calibrateurs fiables. Je continue. Là, je vais aller de plus en plus loin maintenant. À des distances qu'on appelle, non pas astronomiques, mais cosmologiques. Distance cosmologique. Là, vous retrouvez Hubble. Parce que Hubble, en 1927, c'est pas le seul, il y en a plusieurs qui observent, il observe des spectres de galaxies aux raies qui sont décalées vers le rouge. C'est le télescope que je vous ai déjà montré. Alors, donc ça, c'est la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on disperse la lumière de ces galaxies-là. On utilise l'effet Doppler que vous devez connaître en physique. Ça, c'est un télescope inutile, vous voyez Hubble qui est là, dans le télescope de Palomar, télescope de 200 inches. Vous ferez la conversion pour savoir combien ça fait en centimètres. Voilà, l'effet Doppler, je pense que vous connaissez, je ne vais pas avoir besoin de le refaire. La vitesse radiale, allez, les raies sont décalées d'un certain facteur, donc delta lambda moins, delta lambda plus, delta lambda moins si ça s'approche de vous, c'est-à-dire décalé vers le bleu, delta lambda plus si ça s'éloigne vers le rouge, C lambda sur T égale lambda nu, la vitesse c'est C delta lambda sur lambda, ça c'est l'effet Doppler. Et donc le décalage, le redshift, c'est Z, ce qu'on appelle Z, le delta lambda sur lambda, c'est-à-dire qui correspond à V sur C. Et donc ça c'est une méthode qui est facile à utiliser, puisque si vous voyez une raie sur une galaxie, on peut imaginer que c'est l'arrêt d'hydrogène. C'est le composant le plus abondant, 90% d'hydrogène, 10% d'hélium. Donc vous voyez une raie d'hydrogène. Alors l'hydrogène, si généralement on voit
sais pas, si vous observez en infrarouge, vous allez voir la graine braquette gamma, c'est à 2,16 microns. Si elle est à 3 microns, c'est que la règle est décalée. Quand vous en voyez qu'une, vous voyez rien à 2,16, vous en voyez à 3, c'est qu'elle est décalée de 0,85 microns. Donc 0,85 sur 2,16, ça vous donne le V sur C. Et ça, vous le faites pour plusieurs galaxies. Donc, évidemment, vous allez le faire pour des galaxies, mais pas proches, pour lesquelles on a déterminé la distance grâce à des modèles comme ça. Vous allez le faire pour Andromède, vous allez le faire pour plusieurs galaxies comme ça. Alors, Andromède, ça ne marche pas très bien parce qu'elle s'approche de nous, mais faites-le pour des galaxies pour lesquelles on a déterminé la distance et qui sont un petit peu plus loin. Voilà, ça je vous ai déjà montré. Alors ça c'est une petite animation, mais qui marche pour les galaxies, mais qui pour les exoplanètes. Donc je vous remontrerai pour les exoplanètes. Là vous avez une étoile, vous avez une planète, là vous êtes ici. Vous observez la planète qui s'éloigne, qui s'approche, qui s'éloigne, qui se rapproche, et vous allez observer une variation périodique comme ça. Ça c'est les raies, imaginez la raie d'hydrogène, vous avez le rouge, bleu, rouge, bleu. Bon, donc ça, c'est des observations qui ont été faites par Hubble sur des galaxies. Et je vous dis pas que par lui, il ne faut pas exagérer. Il en a fait plein comme ça. Il observe plein de spectres de galaxies avec des raies décalées vers le rouge. Et à la fin, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on voit que la plupart des galaxies, quand on fait le V sur C égale delta lambda sur lambda, la plupart des galaxies, en fait, s'éloignent de nous. Il y en a quelques-unes qui se rapprochent, comme Andromède par exemple, mais la plupart s'éloignent. Pourquoi elles s'éloignent? Eh bien, c'est ce qu'on a appelé la fuite des galaxies. L'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il était concentré il y a une quinzaine de milliards d'années en un atome primitif, chaud et dense, et c'est ce qui a été ironiquement appelé le Big Bang. Alors, oh là là, le Big Bang. Nous n'y croyons pas du tout. Mais cependant, donc, Hubble faisait des observations de galaxies et la plupart s'éloignaient de nous. Et Lemaitre aussi, la Lemaitre, qui est un mathématicien belge des années 27, donc en même temps que Hubble, mesurait les mêmes choses. Donc les deux, indépendamment, avec des jeux de données indépendants, se rendaient compte que la plupart des galaxies s'éloignaient de nous, et certaines à des vitesses extrêmes, en utilisant cet effet Doppler, le V sur C égale delta lambda sur lambda. Donc le V sur C pouvait atteindre de très grandes valeurs, proches de 1. Et du coup, on en a tiré la loi de Hubble-Lemaitre. Alors, au départ, on l'appelait la loi de Hubble. Depuis 2018, on l'appelle la loi de Hubble-Lemaitre, parce qu'on s'est rendu compte que Lemaitre avait en fait trouvé la même loi, en même temps que Hubble, même peut-être un peu avant, mais qu'il n'avait pas publié, enfin il l'avait publié, mais en français, dans les annales de l'Académie royale belge, ce que personnellement je ne pas. En fait, peu de personnes lisent, et même lisaient. Du coup, c'est passé totalement inaperçu. Entre-temps, Hubble a publié dans un Scientific Journal, qui est beaucoup plus lu, et donc, en plus, il avait publié en anglais. Donc, Hubble est resté à la postérité pour cette école de cette loi, et le maître a considéré qu'en fait, vu que c'était déjà publié, il n'allait pas le republier. Il y a même un éditeur anglais, l'éditeur de Monthly Notices, qui est un journal anglais très connu, qui lui a proposé de le publier. Le maître, il a dit, oh, vous savez, moi, je ne parle pas très bien anglais. L'éditeur a un peu insisté en disant, si vous voulez, on le traduit. Donc le maître lui a envoyé un article où il avait enlevé toute la découverte de cette loi, puisqu'il se disait que ça avait déjà été découvert par Hubble. L'éditeur a insisté pour que le maître a dit non. Enfin, il a publié son article sans mettre cette loi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a, en 2018, a été décidé dans un vote solennel de l'Université internationale, donc moi j'ai même voté pour le maître. Maintenant, on doit dire la loi de Hubble. Et donc, cette loi-là, c'est celle-là. Donc, le redshift, dont je vous ai parlé déjà, c'est delta lambda sur lambda, décalage de longueur d'onde, c'est V sur C. Donc, la vitesse est égale à C fois Z, c'est vraiment l'effet Doppler, tout ça. Là, j'ai rien d'autre, c'est l'effet Doppler. Vitesse égale à C fois Z, et la loi de Hubble-Lemaitre, c'est celle-là, c'est que la vitesse est égale à H0 fois V. Donc, la distance. Donc, si vous avez Z, je vous ai dit, à partir du moment où vous avez une raie
Vous avez le décalage, vous avez Z. Si vous avez Z, vous avez D. Il faut juste déterminer H0, mais c'est le même facteur de proportionnalité pour tout le monde. C'est génial. Alors, c'est combien H0? Pourquoi est-ce que c'est toujours le même? Ah, alors là, parce que les galaxies, à votre avis, pourquoi c'est toujours le même? Je vous repose la question. Je vous la retourne la question. Moi j'en sais rien, donc. Mais si, vous savez. Pourquoi il serait différent pour toutes les galaxies? Parce que c'est pas forcément exactement la même constitution. Ils sont pas Alors, organisés de la même manière. d'où elle vient cette vitesse? La gravité. La vitesse de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette vitesse en fait? La vitesse de quoi? La vitesse de déplacement des galaxies. Ouais. Elle vient d'où cette vitesse de déplacement? Pas d'énergisme pour le déplacement. Non. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient cette vitesse? Hubble fait une observation, on se rend compte que toutes les galaxies ont une vitesse de fuite. D'où vient cette vitesse? C'est pas un piège, hein? Oui, tout simplement. Ça vient de l'expansion de l'univers. Donc, c'est-à-dire que toutes les galaxies, il y a une quinzaine de milliards d'années, étaient rassemblées en un point. Big Bang. Le Big Bang se produit, et là, il y a l'expansion de l'univers. Donc, toutes les galaxies partent avec la même vitesse, qui est en fait l'univers, qui se déploie, l'espace-temps. Donc, les galaxies elles-mêmes, en fait, ne bougent pas. C'est la distance relative. C'est exactement, c'est l'espace-temps qui va se diluer. Après, les galaxies doivent bouger parce qu'elles ont un mouvement propre. Andromède a un mouvement propre, nous aussi. Mais la vitesse, quand on est à très grande échelle, la vitesse principale est la vitesse d'expansion de l'univers. D'ailleurs, c'est ça que je vais vous montrer là. Donc la vitesse de cette constante, la valeur de cette constante, c'est 67 km par seconde par mégaparsec. Je vous rappelle, 30 km par seconde, c'est la vitesse du Soleil autour du centre de la galaxie. Donc la vitesse de Hubble, c'est 68 km par seconde par mégaparsec. C'est-à-dire que si vous êtes éloigné d'un mégaparsec, d'un million de parsecs, c'est-à-dire la taille de la galaxie, la nôtre, c'est 100 000 années-lumière. D'accord? Donc là, c'est 10 fois la taille de notre galaxie. Il faut encore 3, donc c'est 30 fois la taille de notre galaxie. Si vous êtes espacé de 30 fois la taille de notre galaxie, votre vitesse d'expansion de l'univers, c'est 67 km par seconde. C'est-à-dire juste 2 fois la vitesse du Soleil autour du centre de la galaxie. C'est pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expansion de l'univers, c'est pas rapide. Par contre, si vous êtes à 10 mégaparsecs, c'est 670. Si vous êtes à 100 mégaparsecs, c'est 6700, etc. Donc après, plus on s'éloigne, plus c'est rapide. Donc plus vous voyez des spectres de galaxies lointains, plus ces galaxies s'éloignent de vous. Et là, dès que vous avez un spectre, vous avez une seule raie, vous déterminez sa distance. Et là, vous avez comme ça. Alors, on ne peut pas faire sur du local parce qu'il y a des effets locaux, Andromède, donc en fait au-delà de 100 mégaparsecs, mais jusqu'au profil de l'univers. Voilà, pas sur du local. Et juste pour la petite histoire, je vais vous montrer un peu en détail ça. Cette constante de Hubble, à l'époque de Hubble, on la déterminée de l'ordre de 500. Donc aujourd'hui, on la détermine à peu près à 67. Et c'est là que je voulais vous montrer un peu ces erreurs. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est des incertitudes. Donc là, voilà, vous voyez ici la constante de Hubble, km par mégaparsec. Hubble l'a déterminée à peu près de l'ordre de 500 dans les années fin des années 20. Ensuite, ça a un peu baissé, 300, 250, etc. Et ensuite, il y a eu deux écoles. L'école Sandage, qui a mesuré vers 50, l'école de Couleur vers 95. Voilà, ça va jusqu'à les années 90-2000. Et après, si je fais ce petit zoom ici, vous voyez, on est entre 50 et 80. Et étonnamment, aujourd'hui, on mesure des valeurs qui sont entre 67 et 73. C'est à peu près à mi-chemin entre ces deux-là, qui pourtant, je peux vous dire qu'ils s'écharpaient sur leurs valeurs. Et à un moment donné où ils en sont venus aux mains dans un congrès. Non, c'est 50. Non, c'est 80. On les a pas retenus. On ne peut pas les astrophysiciens. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là, entre 67 et 73.
Donc ça, c'est des valeurs déterminées. Ça, c'est par Planck, justement avec le fond d'effet cosmologique, ça satellite. Ça, c'est des déterminations avec des supernovas. Et je vais faire encore un. Voilà, ça, c'est ce petit zoom ici, là. Si je vous montre les vraies valeurs obtenues de H0 depuis 80, depuis 1980 jusqu'en 2020. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on cherche encore la valeur de la constante de Hubble. Hein? Ouais, vous trouvez? Oui, à peu près, ouais. Ça converge à peu près vers 70. Oui, c'est ça, ça converge, on est à peu près à 70, exactement. Et ouais, il y en a qui publient quand même à 62. C'est pour vous montrer que, enfin, je pense que c'est important de vous montrer que les choses ne sont pas encore déterminées de façon précise. L'expansion de l'univers, il y a encore des travaux aujourd'hui sur la constante de Hubble. Ça veut dire que dans l'expansion, on a un champ, comme si il y a l'univers, la frontière, ce serait un champ, cette partie matière entre une nouvelle matière, de façon isotoire. Alors, la question est est-ce que ce serait en fait le champ quand on parle d'expansion, est-ce que ce serait le champ de X ou un autre champ qui transforme en fait ce qui était l'antimatière en la matière? Et pourquoi vous voulez qu'il y ait une transformation? Parce que la question que vous posez, ce que vous demandez, c'est qu'est-ce qu'il y a, puisque on a une image, ouais. mais que les distances sont trop grandes, ouais. qui est l'escalier, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Comment, quel est le processus qui permet justement cette expansion? Je pense que. Il faudrait demander à quelqu'un qui est expert en Cosmo, mais je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Je pense qu'on n'a pas la réponse. En fait, il y a même. Souvent, on dit que ce n'est pas une expansion, c'est plutôt une dilution de l'espace-temps plutôt qu'une vraie expansion. C'est-à-dire que l'univers n'est pas en train de se déployer dans quelque chose. Quoi. Plutôt que la densité diminue, la densité d'énergie diminue au cours du temps dans l'univers. Mais ça, il faudrait peut-être mieux demander à. Enfin, après, je ne sais pas si vous suivez le cours de Cosmo, mais c'est typiquement le genre de questions qu'il faut demander à Cosmo. Mais on n'a pas d'observable, ça c'est sûr. S'il y a un truc, je ne sais pas comment le dire, mais j'allais dire après ou derrière, j'en sais rien. Mais on n'a pas d'observable là-dessus. Donc on n'a pas de contrainte physique là-dessus. Les seuls observables qu'on ait, c'est les observables à le fond d'issue cosmologique, donc c'est 380 000 ans après le Big Bang. C'est les seuls observables. Donc après, on peut essayer de savoir ce qui s'est passé entre le Big Bang et ces 380 000 ans, mais ce sont des modèles. Il n'y a pas d'observation. Après, j'exagère un peu, parce que ce qu'on voit du fond d'issue cosmologique, c'est des interactions qui ont lieu entre le Big Bang et 380 000 ans. Ça veut dire qu'on a un peu d'informations avant. Mais tout sort à 380 000 ans, quand l'univers est assez froid. Ouais, mais l'inflation, c'est vraiment juste après le Big Bang. Non, on est à quoi 30 secondes après le Big Bang. L'inflation, c'est vraiment. Alors peut-être qu'on aurait des informations avec les ondes gravitationnelles, par exemple. Enfin, là, on sort un peu de mon domaine de compétences. Alors, juste pour les distances cosmologiques, donc là, voilà, ça c'était pour vous montrer que on a différentes techniques de détection, de mesure, pardon, de la constante de Hubble. Alors, il y en a certaines dont je vous ai parlé. Par exemple, les céphéides, vous les reconnaissez là. Les céphéides, les supernovas type 1A. Les supernovas type 1A, c'est de la matière qui arrive sur la lune blanche là, et qu'elle explose parce qu'elle fait plus d'un paquet de masse solaire. Vous voyez, ça vous donne des valeurs qui sont entre 73 et 75.
Euh, les Tully Fisher, ça c'est les galaxies, c'est un peu plus, 73 ou 78. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est les ondes gravitationnelles. En 2017, non, ça n'aide pas, mais c'est super important. Parce qu'en 2017, et je vous en reparlerai, il y a eu une fusion détectée de deux étoiles à neutrons qui a émis à la fois les ondes gravitationnelles, mais on a aussi détecté un signal électromagnétique. Et donc, on a détecté quelle était la galaxie qui avait émis ça. Du coup, on avait son redshift, on mesurait sa distance. Donc, ça nous a permis de mesurer la constante de Hubble grâce à ça, grâce à une combinaison entre les ondes gravitationnelles et son redshift. Et donc, la mesure, en effet, était de 70 plus ou moins 13. Donc, entre les deux, c'est ça qui était drôle. La barre d'erreur est grande, mais c'est entre les deux. Ouais. La constante de Hubble, elle dépend du temps, oui, bien sûr, elle dépend du temps. Si vous regardez juste au moment du Big Bang, maintenant, c'est pas le même. Oui. Elles ont dépend du temps, mais par contre, la détermination de la constante de Hubble aujourd'hui, euh, ça, c'est la même constante qu'on va utiliser jusqu'au confins de l'univers. Mais en effet, vous avez raison, puisque en plus, l'univers n'a pas eu une expansion la même au cours du temps. C'est-à-dire qu'on pense qu'il s'est déployé plus vite, et là on pense qu'il est plutôt en train de décélérer, et peut-être qu'après il va se réaccélérer, on sait rien. Donc, oui, on a l'impression d'être dans un point d'inflexion. Forcément, la Hubble va au cours du temps. Oui, bien sûr, là je parle que de la détermination actuelle de la constante de Hubble. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit résumé sur cette constante de Hubble avec les différentes valeurs. Et vous voyez que ça passe à des valeurs de 500 à peu près, retenez 70 si vous voulez pour maintenant. Voilà, ça c'est un petit résumé de ce qu'on a du coup avec le phonétique cosmologique qui est ici. L'inflation qui est bien avant, et nous on est là, le Soleil. Vous voyez, ça c'est l'orbite de Gaïa qui suit évidemment l'orbite de la Terre autour du Soleil. On a les distances céphéides. Après, on a les distances, les méthodes de distance Tully-Fisher. Ensuite, on a les supernovas type 1A. Et puis, on a le redshift qu'on a utilisé type Hubble, qui va aller jusque là-bas. Et puis après, il y a d'autres méthodes dont je ne vais pas forcément parler. Il y a des centaines de mirages gravitationnels, des lentilles gravitationnelles, pardon, qui permettent aussi de déterminer des distances de galaxies lointaines. Voilà, donc ça vous montre qu'on peut déterminer les distances assez loin avec différents instruments. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ce n'est pas forcément une loi linéaire jusqu'au bout. Donc ça c'est le temps. Si vous voulez remonter dans le temps, c'est la latérale de dz fois sur dz. Donc, évidemment, la constante de Hubble, là, elle dépend non seulement du temps, mais aussi de z. Donc le temps, ce qu'on appelle le temps look back, c'est-à-dire le temps en arrière, et bien en fait, il dépend du modèle que vous utilisez, en particulier de la composition, de lambda CDM dont on parlait tout à l'heure, et la composition en matière et la constante cosmologique qu'on utilise. Donc ça, c'est des modèles un peu. Bon, là, c'est même compliqué, mais il faut dire que si on veut vraiment faire un calcul précis, il faut dire ça c'est le look back time en fonction du redshift. Et vous voyez qu'on tombe à. Si on est un redshift de 10, on est déjà à 13,8 milliards d'années. Donc au moment du Big Bang. Voilà, là, je fais un petit calcul. Le redshift, donc si on est à un redshift de 1, l'univers il a 5,8 milliards d'années. Si vous êtes à un redshift de 10, l'univers il a 500 millions d'années. Redshift de 30, il a 100 millions d'années. Évidemment, si, à la fin, vous ne pouvez plus faire un calcul classique parce que sinon vous allez obtenir vous pouvez très bien avoir des delta lambda
qui sont supérieurs à lambda. Donc ça ne veut pas dire que l'expansion est supérieure à C. D'accord? Ça veut dire qu'il faut faire un calcul de relativité restreinte. Voilà, alors après, je vais vous montrer de belles images, si vous voulez. Ça, c'est une image de toutes les galaxies qu'on voit autour de nous, 45 000, jusqu'à un redshift de 0,1. Vous voyez, 0,1, c'est pas loin. Hein. C'est combien 0,1? Je ne me rappelle plus. 0,1, on est à peu près à même pas 11, un peu plus que 11 milliards d'années-lumière. Donc on n'est pas très loin en look back time. Et là, vous avez un codage couleur en fonction de la distance. Donc les rouges sont plus proches et les bleus sont plus lointains. Et vous voyez déjà apparaître des filaments dans les galaxies. Ça correspond au fait qu'il y a des structures dans l'univers. Les galaxies, en fait, ont des structures filamentaires dans notre univers. Et bon, si vous voulez petite légende, voilà, vous avez, donc là c'est la Voie lactée, comme je vous disais, évidemment. Après vous avez les amas, parce que vous avez l'amas de Virgo, qui est ici, qui sont les autres plus intéressants. Vous avez le grand attracteur, qui est ici. Vous avez des amas comme ça, vous voyez, ça c'est un super amas. Donc les galaxies se regroupent en amas comme ça. Voilà, et si vous voulez une autre représentation, vous avez ici, ça c'est la Voie lactée. Voilà, c'est une autre projection, donc la Voie lactée fait ça. D'accord. Ça c'est le plan galactique, l'amas de Persée qui se trouve ici, l'amas de Coma, l'amas de la Vierge. Voilà. F c'est la concentration de Chapelet, avec un super amas aussi. G c'est le grand attracteur. On l'appelle comme ça parce que toutes les galaxies de groupe local se dirigent vers lui. Donc c'est juste une concentration, une grande concentration de matière vers le grand attracteur, l'attracteur de Chapelet. Le grand attracteur est situé juste devant l'attracteur de Chapelet. Voilà. Le grand attracteur il est là, Chapelet il est là, et le groupe local est là. Donc nous on est dans le groupe local et on se dirige vers ça. Ça devrait être un monstre galactique, parce que c'est une très grosse galaxie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer? On peut regarder quelques petites lentilles gravitationnelles. Ça, c'est des belles images aussi. Ça, c'est des lentilles gravitationnelles dans un amas. Donc là, vous voyez, il y a plein de galaxies qui sont déformées. Ce sont des galaxies qui sont loin derrière cet amas. Et qui, du coup, il y a une caustique, c'est-à-dire que leur lumière est déviée par la masse de l'amas. Donc ça fait que c'est étiré comme ça. C'est ce qu'on appelle des arcs d'Einstein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et donc tout ça, c'est des galaxies qui sont très lointaines, plus loin que l'amas, qui sont derrière. Alors, on a des arcs comme ça, on a aussi des... par exemple, ça c'est une lentille gravitationnelle qui est assez jolie, une supernova. En fait, vous voyez ici, donc ça c'est un zoom, alors vous passez plusieurs zooms successifs. Et la supernova, elle est là. On la voit 4 fois, et là on voit une sorte d'arc, ce qu'on appelle la croix d'Einstein. Une sorte de croix ici. En fait, il y a une galaxie là, au milieu, qui est plus proche. La supernova est derrière. Donc l'image de la supernova, au lieu de venir directement vers nous, on ne verra pas parce qu'il y a la galaxie, il y a des rayons lumineux qui arrivent comme ça, et qui sont déviés par la galaxie, du coup qui reviennent vers nous. Et ça fait un truc comme ça. Et pareil en dessous, et pareil sur les côtés. C'est pour ça qu'on voit cette croix. Et après, en fonction de comment elle est positionnée par rapport à nous, ben, on la voit plus lumineuse par là que par là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'antigravitationnel. Alors, est-ce que vous parlez du Einstein télescope? Oui, l'Einstein télescope, ça sera la version améliorée de Virgo, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ça, on en parlera plus tard. Et donc, c'est pas pour observer ça. Ça, on peut l'observer avec le James Webb Space Telescope, par exemple. On peut très bien observer quelque chose comme ça. Donc là, voilà, ça, c'est une supernova type 1A qui se trouve à 4,3 milliards d'années-lumière. C'est bon. Et là, les images, alors si vous prenez le spectre, c'est exactement le même partout, parce que c'est la même image. Et par contre, elles sont situées sur un rayon de 3000 années-lumière.
Donc c'est vraiment comme ça, dispersé dans l'espace. C'est assez drôle, je trouve. Voilà, ça c'est des images en infrarouge de la même chose. Et celle-ci, je pense. Vous pouvez prendre. Voilà. Et en fait, là, donc vous avez la galaxie qui est au centre. Là, vous avez l'image de la galaxie sur laquelle est superposée la supernova. Bon, après, il faut arriver à décorréler tout ça pour avoir des informations. C'est pas forcément super simple. Là, je vais vous montrer une petite dernière. Voilà. Elle est jolie, celle-là. Vous voyez, petite croix là, je vais faire un petit zoom dessus, c'est là au milieu. Voilà, supernova. Puis vous en avez d'autres ici. Ça va être pas mal aussi, ça fait un cercle comme ça. Voilà, et je vais finir par par un petit truc, c'est rigolo. Ça, c'est une simulation qui s'appelle la simulation du millénium, qui est en fait une simulation sur 10 milliards de particules qui représente les filaments des galaxies de notre univers. Voilà, donc à chaque fois, vous avez la distance, la taille ici, 500 mégaparsecs sur H étant le facteur de distance, hein, vous mettez H comme vous voulez. Et en fait, chaque point ici représente des galaxies. Il y a plein de galaxies partout, qui sont sur des filaments. Et donc là, on se dirige vers un endroit qui pourrait très bien représenter, si vous voulez, la Maléka, et tout ça. Et donc évidemment, la résolution s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Donc ça pourrait très bien être, je sais pas, dans la méga galaxie qui se trouve dans la constellation de Chapelet, par exemple. Et autour, vous avez plein de galaxies qui gravitent autour. Et donc tout ça, c'est mobile, puisque les galaxies bougent. Voilà. D'abord, on part en arrière, essayez de suivre ce point. Et vous voyez tous ces filaments qui sont partout. Et ça, c'est des choses qu'on voit. On voit ces filaments, comme je vous ai montré tout à l'heure.